Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Talking Positive Podcast où on discute d'éducation bienveillante et positive des animaux, entouré de professionnels ou de passionnés. Et aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec Minoy et on va parler de la surdité chez le chien. Bon épisode à tous! Bon Minoy, nous on te connaît parce que ça fait déjà quelques fois que tu viens sur le podcast, mais peut-être qu'il y en a qui te découvrent encore, donc je vais te demander de te présenter un petit peu. Eh bien donc, je suis Minoy, la créatrice de Animoy. Donc c'est mon entreprise, je fais donc du service, du bien-être animalier. Je suis également bénévole de l'association Stuffy Rescue France et je suis une grande passionnée d'animaux. Oui, parce que du coup, tu ne travailles pas qu'avec le chien, tu travailles aussi avec les chats, les nacs, enfin un petit peu tous les animaux en gros. On sait que tu as aussi des poules dans ton jardin. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est ton point de vue sur la surdité canine, puisque tu es formée. Quel type de formation tu as passé ? Alors j'ai fait une formation spécifique aux chiens sourds. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas appris grand chose dans cette formation parce que j'étais déjà propriétaire de chiens sourds, j'étais déjà éduque, si tu veux. Donc, je l'ai dit dans un autre podcast dans ma présentation. Je me suis formée avec Grégory Sébastien et sur lequel je m'étais formée à la spécificité de la surdité parce que j'avais eu une chienne de Staffy Rescue qui arrivait en famille d'accueil, quoi. D'accord. Donc voilà. Et en plus, surtout, ce que j'ai fait dans la formation, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la vibration, enfin sur le collier vibrant, etc. Et moi, c'est pas un outil que j'emploie. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser autant à la surdité chez le chien, à la base ? À la base, parce que on avait déjà eu plusieurs chiens sourds chez Staffy Rescue qui étaient partis dans des familles d'accueil. Et on avait donc ma petite Lily qui arrivait, qui avait 10 mois, qui avait déjà eu plusieurs familles. Donc on savait que ça allait être un petit morceau en termes d'éduc. Et quand on l'a récupérée, elle est partie dans une première famille d'accueil à nous, parce qu'on a dû la récupérer un petit peu en urgence. Et elle hurlait énormément. D'accord. Donc voilà, là il fallait lui trouver une autre famille d'accueil qui allait avoir le temps de le bosser, etc. Et je me suis dit pourquoi pas, et grâce à elle, j'ai ouvert une porte absolument géniale parce que je suis moi-même, ma mère a beaucoup travaillé avec des personnes en situation de handicap. Donc c'est quelque chose qui a toujours fait partie intégrante de ma vie, si tu veux, le handicap. On en a toujours parlé très ouvertement, c'est quelque chose que j'ai toujours respecté, etc. Et du coup, c'était un peu... c'était pas au tout début, si tu veux, que j'allais monter mon entreprise, mais c'est venu assez naturellement et assez vite, quoi. Ouais, et j'ai trouvé ça super, et la preuve en est, c'est génial. Oui, parce que toi, tu en as des chiens sourds. Ouais, j'en ai 2 actuellement, et j'en ai eu 3 en tout. Un qui est décédé malheureusement d'une autre chose et d'une autre maladie. Et puis après, en éducation, j'en ai vu quand même pas mal, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours de tes chiens à toi, de comment est-ce que tu as trouvé leur surdité ? Est-ce que tu le savais déjà avant l'adoption, tout ça ? Alors, oui, moi, ceux qui sont arrivés à la maison, on le savait de toute façon avant l'adoption qu'ils étaient sourds. Lily qui arrive en premier, donc elle a été vendue sourde. D'accord. Elle a été vendue sourde, donc moins cher. Et du coup, elle avait déjà fait plusieurs familles, si tu veux, parce qu'ils s'en sortaient pas. Mais plusieurs familles dans la même famille, enfin, tu vois, dans le même cas de famille. Enfin, tu vois, ça avait été le frère de la propriétaire, etc. etc. Après Django que j'ai eu qui est décédé, lui on savait qu'il était sourd quand il est arrivé, mais par contre il a fallu entre 6 à 8 familles pour qu'il se rende compte qu'il soit sourd, tu vois, dans ce qu'on a pu apprendre dans nos recherches, etc. Donc là c'est grave, c'est franchement grave parce que donc tous mes chiens sont sourds bilatéral, donc sourds comme des pots on va dire. Et du coup, un sourd congénital, c'est impensable pour moi qu'un éleveur digne de ce nom ne s'en rende pas compte. Ouais. C'est impensable. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ces chiots, comment ils évoluent, quoi.
Donc voilà. Et Yuno, le petit dernier qui est arrivé, son éleveuse s'en est rendu compte très tôt. Et effectivement, avait mis une annonce en disant que qu'elle pensait bien qu'il était sobre, etc. Et là, c'est des bénévoles à nous, enfin bénévoles, délégués, tu vois, de Staffy Rescue, qui l'ont vu, qui nous l'ont signalé. Et j'ai, moi, contacté l'éleveuse parce que je me suis rendu compte que c'était le neveu de Django. Et que Django est en plus donc, décédé donc, d'un neuroblastome canin, 10e cas mondial connu, tumeur embryonnaire. Donc potentiellement, il y a certainement un truc génétique, ouais. tu vois, je suis pas veto, je suis pas machin, Oui. mais moi je l'ai contacté de base vraiment plus pour ça, quoi, attention, il y a quand même un gros souci de santé, au-delà de la surdité, parce que la surdité, c'est pas trop un souci finalement. Et de là, elle a un petit peu réfléchi, effectivement, elle a décidé de nous le confier pour qu'il vienne chez moi et qu'il y reste, puisqu'elle savait que j'étais formée au chien sourd et ce qu'elle voulait, c'est que, voilà, qu'il ait un bon développement, justement. Donc, comme quoi, voilà, c'est possible de s'en rendre compte. La surdité, c'est chez le chien. Moi, je pensais pas, mais ça concerne environ 5 à 10% des chiens qui naissent ou développent une forme de surdité totale, partielle. Est-ce qu'il y a des raisons particulières à la surdité génétique, du moins? Oui, donc il y a plusieurs surdités possibles en fait, donc il va y avoir la surdité transmise, mais ça concerne très peu de cas finalement sur toute la surdité. Donc 5 à 10%, tu vois, je sais pas exactement, et après on est sur une vingtaine de pourcents sur de la surdité héréditaire, héréditaire, voilà. Donc on est quand même pas sur énormément de cas non plus. Après, tu peux avoir des maladies, tu vois, ne serait-ce qu'en fait une otite mal soignée, du coup qui fait otite sur otite sur otite. Comme chez l'humain aussi, on l'avait la vieillesse. Moi, j'ai eu le cas sur un chien que j'ai eu en éduc, en chien sourd. C'est un cas, c'était hyper intéressant parce que je l'ai eu avant. En fait, c'est un chien qui avait fait des otites à répétition, qui avait le conduit complètement bouché et qu'il fallait lui enlever. D'accord. Tu vois, si tu veux, tellement c'était devenu inflammé, etc. Et j'ai pu le voir avant l'ablation du conduit pour qu'on mette déjà en place l'apprentissage des manières de communiquer. Voilà. Après, tu peux avoir des tumeurs, tu vois, tu peux avoir des accidents, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des races qui sont prédisposées à la surdité ? Ouais, t'as des races qui vont plus en avoir, donc... effectivement, le dalmatien. Ouais. Le berger australien. Ouais, sur des cas là, de double merle. Donc, du coup, tu vois, c'est un peu différent encore, parce que c'est pas les mêmes gènes, en fait, qui vont être mis en compte. Là, pour le coup, je vais pas être la mieux placée pour vous parler de génétique, parce que je risque de faire des fois, tu vois, des mauvaises assimilations, donc je préfère pas m'avancer sur le sujet. Par contre, là-dessus, vous pouvez retrouver plein d'infos sur Regard croisé sur le chien sourd, où elle a fait des fiches hyper pédagogiques, et où c'est plus poussé en termes de génétique pour vous l'expliquer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc effectivement, tu vois, tu vas pas avoir le même gène, tu vois, parce que là, en fait, je me rappelle plus le nom du gène, tu vois, sur le dalmatien, mais sur le berger australien, ça va être merle, et du coup, là, ça va être... Le merle ou le pie, je crois. Et après, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est ça encore. Ouais, voilà. Je vais te dire des bêtises, je préfère pas les dire. Mais, donc voilà, c'est déjà pas le même gène, si tu veux. Le double merle, là, c'est un croisement entre deux chiens qui ont le gène merle, et là, du coup... Si tu veux, donc le gène merle, c'est une couleur de pelage, tu vois, un petit peu moucheté. Mais t'es pas obligé d'avoir deux chiens qui sont de couleur merle pour que ça fasse un double merle. T'as des chiens qui sont noirs qui ont déjà une double merle, tu vois. Donc, ça va demander d'aller tester un petit peu plus, etc. Après, t'as le Laika de Yakoutie, là, qui est en train de monter en flèche, en nouvelle race, où il y a énormément de surdité. T'as quand même beaucoup de surdité sur le Staffy, hein. Ouais, aussi. Alors, en tout cas, on a parlé du dalmatien. Le dalmatien, j'avais relevé, jusqu'à 30% des individus sont sourds d'une ou deux oreilles. C'est énorme. Ouais, t'en as beaucoup. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on n'entend pas tant que ça parler de l'éducation de chiens sourds, au final. C'est vrai que ça commence un petit peu, mais c'est vrai que je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, alors que moi-même, quand j'ai eu ma première chienne, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait déjà plein de chiens sourds. J'ai l'impression, en plus, tu sais quoi, qu'il y en a de plus en plus.
Donc genre, on évolue de plus en plus sur ce qu'on sait, mais finalement, on fait une régression dans... Voilà. Alors après, ce qu'il y a, c'est que sur le... Tu vois, sur le Staffy, sur le Dalmatien, c'est un petit peu, comment te dire... En fait, on peut pas le savoir à l'avance. Oui. Tu vois, ça va être dans le développement génétique que... Alors, est-ce que il faut retirer tous les reproducteurs blancs? Je suis pas sûre non plus. Tu vois? Ah oui. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'en parler de plus en plus, de faire de plus en plus de prévention, parce que le gros souci, moi, que je ressens personnellement, c'est que du coup, on se retrouve avec des chiots qui sont vendus moins cher. Oui. Donc, c'est pas La braderie. forcément le bon public qui y va, tu vois, parce que potentiellement, tu vas avoir une éducation spécifique. Si tu l'éduques pas et que tu te mets à le lâcher n'importe où, t'as quand même un risque qu'il se fasse taper par une voiture. Oui, c'est sûr. Donc derrière, s'il se fait pas taper par une voiture, t'imagines les frais vétos. Donc si déjà t'avais pas les moyens de l'acheter, enfin tu vois. Donc... Oui. Et en fait, moi, ce que je trouve, vraiment qui me fait de la peine, c'est qu'au-delà du financier, c'est que t'as le syndrome du sauveur qui se rajoute par-dessus. Et ça, on le voit énormément sur les chiens sourds qui sont dans des associations qui sont pas forcément spécialisées. Et en fait, les chiens sourds, ils ont genre 125 000 demandes, tu vois. Ouais. Parce que je veux sauver celui-là, parce qu'il est sourd, parce qu'il est handicapé. Un chien sourd, ça s'éduque très bien, c'est génial, ça peut vivre totalement normalement, mais ça te demande un petit peu de connaissances et spécificités, quoi, tu vois. Enfin, si tu connais déjà rien au chien, va faire obéir un chien sourd qui est en train de tracer et qui te regarde pas, tu vois. Ouais, c'est sûr. Pour rester pour le dernier commentaire sur les gènes, même si on a dit qu'on n'allait pas rentrer trop dans la génétique, ce qu'on peut soulever, on en parlait tout à l'heure, c'est les élevages qui n'en ont peut-être pas conscience, mais qui sont pas assez renseignés sur ça et qui font des croisements donc de merle et merle, donc les chiens double merle, et donc ça augmente les risques par contre pour le coup. Ah ben là, double merle, c'est carrément une reproduction, ça a été interdite par la SCC. Depuis un petit moment aussi, tu vois. Pareil, je vais te dire une bêtise sur la date, donc je préfère pas tomber, ça fait quand même un petit moment. Sauf que effectivement, il y avait quelqu'un qui l'avait mis au grand jour, hein, c'est qu'il y avait même des pédigrés, donc double merle, qui arrivaient à circuler, tu vois. Ouais. Alors généralement, après, c'est des faux papiers qui sont faits, hein, tu vois. Comme ça se voit pas trop quand même. Mais voilà, ce que je trouve déplorable maintenant, c'est que je me suis aperçue qu'il y a aussi des gens qui ont adopté des chiens double merle, qui ont voulu faire beaucoup de prévention double merle et qui se retrouvent eux-mêmes à faire des portées double merle. Ouais. Enfin, tu vois, donc il y a vraiment encore une fois... Par manque d'attention, pas par volonté ou même volontairement. Non, je pense manque d'attention, enfin j'ose espérer quand même. J'ose espérer, oui. Tu vois, mais... Tu vois, je pense que finalement, c'est un petit peu ce syndrome... Alors, là, pour le coup, je pense, c'est encore pas un jugement, mais c'est, tu vois, comment j'essaye de l'analyser, parce que moi, j'ai été personnellement hyper choquée quand j'ai vu ça, tu vois. Je me dis, comment ça est possible, en fait. Et je pense que c'est un petit peu, justement, ce syndrome du sauveur, tu vois. J'ai sauvé ce chien, regardez, du coup, je lui ai fait des réseaux sociaux, j'ai fait plein de trucs avec. Oh, et puis d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, puis c'est pas grave. Bah si. En fait, oui, parce que tu s'il y a reproduis, une personne, là, en l'occurrence, qui aurait pas dû faire une erreur, c'est, je pense, quelqu'un qui était déjà... Enfin, qui était pas ignorant vis-à-vis de ça, tu vois. de ça, ouais, c'est ça. La spécificité du double merle, en plus, si tu veux, c'est qu'on peut avoir des chiens sourds, on peut avoir des chiens aveugles, enfin, malvoyants ou aveugles, et on peut avoir des chiens sourds et aveugles. Il y en a qui naissent sans globe oculaire, quand même. Ouais. Donc voilà, enfin là on commence à cumuler les handicaps, c'est pareil, il y a des chiens qui vivent très très bien avec ce double handicap, mais oui, c'est des complications. Mais voilà, c'est quand même, oui, c'est pareil, il y a des gens qui sont sourds et aveugles et qui arrivent à être heureux et machin, mais je pense qu'il y a des moments qui sont difficiles aussi dans leur vie. C'est sûr. Quels sont les premiers signes que les propriétaires peuvent remarquer ou suspecter pour identifier un chien sourd en fait? Donc déjà, comme je te dis, moi je pense que ça part de l'éleveur. Donc déjà, c'est concrètement une observation, tu vois, de sa manière d'évoluer. Ouais, de la portée qui est là, donc de sa manière d'évoluer. Alors, Lily et Django, moi j'ai jamais eu de chien sourd, tu vois, qui sont nés chez moi, puisque moi je fais pas naître. Quand ma mère avait l'élevage, on n'en a pas eu de sourd non plus. Donc Lily et Django, je sais pas, j'ai pas eu de photos de chiots, etc. Et puis bon...
même si on a essayé d'avoir des infos, on les a pas eu. Par contre, Yuno, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il était souvent seul. Ouais, tu vois, en isolé. fait, il était isolé parce qu'il dormait et les autres l'avaient pas réveillé. Après, c'est des chiens qui vont très souvent en fait au contact, si tu veux. Parce que de par les vibrations, quand ça bouge, voilà. Et après, le bruit, enfin, tu vois, si ton chiot il est en train de dormir et tu ouvres la porte tombe, et y a rien qui... voilà, enfin, c'est... Après, attention, parce que je veux pas... Quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est un test qui va te faire dire Oui. que... Parce que, par exemple, tu vas claquer une porte, tu vas faire des déplacements d'air avec ta porte que tu fermes, donc ils sont extrêmement sensibles aux autres sens, et des vibrations. Donc, ton chien peut le sentir et réagir. Moi, j'ai énormément de gens, tu vois, dans ma clientèle en éduc, qui me disent, mais tes chiens sont pas sourds. Ouais, parce que ça le remarque pas, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ça se remarque pas. Et puis surtout, en fait, ils sont hyper attentifs. Voilà, moindre vibration, machin. Tu vois, il y a un élève, je sais pas, qui d'un coup parle fort. En fait, il va se tourner, mais parce qu'il y a eu une vibration ou un déplacement d'air. Mais c'est vrai que moi, quand je suis venue chez toi avec Aiko au début, même lui, en vrai, il a mis longtemps à comprendre qu'il y en avait des sourds dans tes chiens. Il n'arrivait pas à comprendre, il aboyait comme un furieux dans ses oreilles, et à force, il s'est dit, tiens, bizarre. Ça réagit pas. Ça réagit pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y a des comportements spécifiques de chiens sourds qui pourraient passer inaperçus? Déjà, en fait, si tu veux, donc on parle bien de chien sourd, et donc il y a deux spécificités. Il y a le chien sourd bilatéral, donc sourd des deux oreilles, et le chien sourd unilatéral. Attention, un chien sourd unilatéral, c'est un chien sourd. C'est pas un chien malentendant. Ça c'est des petits mots qu'on a rajoutés pour l'humain, parce que quand on dit des choses, faut pas vexer, etc. Et parce que voilà, t'as aussi des malentendants. Alors déjà la différence, parce que pour donc tester un chien sourd, on va passer par le test PEA, comme celui qu'on fait pour les enfants. Okay. Mais en fait, c'est une réaction électromagnétique, si tu veux, des sons qui sont envoyés. Le chien va jamais, mais comme le bébé, tu vois, va jamais te dire oui, j'entends à peu près ou pas bien, machin. Parce qu'il ne sait pas, toi, sourd, voilà, ou pas sourd. C'est la seule chose qu'on te dit. Donc maintenant, est-ce qu'il y en a qui entendent, mais qui entendent moins bien? Certainement aussi. Tu vois, quand on voit les vieux chiens qui commencent à perdre de l'audition, etc., avant de devenir sourd complètement, il y a aussi cette étape-là. Ouais. Mais ça, tu vois, on ne le sait pas. Donc, quand on commence à dire chien malentendant, truc comme ça, j'ai rencontré beaucoup le cas cette année, en fait, tu vois, sur les réseaux, justement. Et en essayant d'aller chercher, est-ce qu'il est sourd d'une oreille? Tu vois, des fois, on me répondait même pas. Donc, je sais pas si des fois, c'est pas un petit truc un peu tabou. Pourquoi, j'en sais rien non plus. Mais donc voilà, donc la surdité unilatérale se voit très rarement en fait. D'accord. Donc si tu veux, on est plusieurs à vraiment défendre, aller faire le test PEA, aller faire le test PEA, aller faire le test PEA. Même si tu sais que ton chien est totalement sourd en fait, tu vois. Parce que en fait, finalement, si tu le vois très très jeune, peut-être que finalement il entend... Enfin, tu vois... Et en tout cas, s'il est sourd d'une oreille sans test PEA, il y en a plein qui ne le savent pas. Il y a énormément de chiens sourds unilatérales et les gens ne le savent pas. Ils peuvent vivre totalement normalement parce qu'ils compensent, mais il y a certaines petites spécificités. Tu vois, il est sourd de l'oreille gauche, il est tourné un peu comme ça et tu l'appelles là pas fort, il va peut-être pas t'entendre, tu vois. Il va peut-être falloir que tu le rappelles 3 fois. Donc si t'as pas eu le test PEA, tu vas peut-être toi aussi te dire il est con ce chien, tu vois. Peut-être au niveau des rencontres aussi, prioriser du coup l'oreille entendante pour entendre le chien arriver, ou je sais pas comment ça peut fonctionner. S'il arrive par derrière, je parle par exemple. Ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses gaffe quand t'as un chien sourd, effectivement, de pas arriver par derrière, pas le surprendre, voilà. Est-ce que en tant que professionnel, tu as déjà décelé la surdité d'un chien avec lequel tu travaillais, dont les propriétaires s'étaient pas rendus compte? J'ai des suspicions, mais j'ai eu des suspicions sur plusieurs chiens, mais les gens n'ont pas été faire le test PEA. Ok, donc tu sauras pas quoi. Donc si c'était vrai. Ouais. Mais tu as déjà eu des suspicions quand même sur certains chiens. Ouais. Quels sont les outils et les méthodes du coup pour diagnostiquer le chien? Tu nous as parlé de celui-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, sur un chien complètement sourd, tu vois, tu vas juste allumer un aspirateur, enfin, tu vois... Même si l'aspirateur va faire aussi un peu des bruits et tout, tu vois, tu peux t'en rendre compte. Mais en vrai, à part le test PEA, il n'y a rien d'officiel, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de vétos maintenant qui, tu vois, tu vas voir ton véto et tout, il te dit... Et la tête du chien est là, tu vois. Et ils te font... Vous voyez le temps. Là, tu fais ça au-dessus de ta tête, tu sens les déplacements d'air. Donc ça, c'est non. Tu vois.
Après, ça peut être pareil, tu vois, les deux casseroles ensemble, ça va faire ça va faire énormément d'ondes. de vibratoires, en fait. Donc, non, à part le test PEA. Et du coup, c'est avec quel professionnel qu'on fait ces tests-là? N'importe quel vétérinaire? Ou est-ce qu'il y a des vétérinaires spécialisés Non, alors en fait c'est qu'il faut le matériel coûte extrêmement cher, donc il y a très peu de vétos qui le font, et après les vétos se sont formés effectivement pour utiliser cet appareil, c'est souvent là où tu as des neurologues. D'accord. Donc nous dans la région on va avoir Languedoc, Montpellier. D'accord. Ou Lyon. À quel âge à peu près le diagnostic il est posé en général? Normalement très jeune. Normalement très très jeune. Normalement très jeune quoi. C'est-à-dire qu'après, tu vois, toutes les races, justement, où tu sais que tu peux avoir de la surdité, les chiots devraient être testés PEA. Oui, dès le début. Tout petit. Début. Comment la surdité, elle affecte le comportement du chien? Est-ce qu'il y a des adaptations nécessaires? Je suppose que oui. Lesquelles? Ils sont... quand ils arrivent, tu vois, qui sont pas encore formés, travaillés, ou ce que tu veux comme autre adjectif... Ils sont un peu dans leur monde, quoi, quand même. Ouais. Ils sont un petit peu dans leur monde. Moi, ce que je reçois en éducation, tu vois, donc jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, mais qui ont pas, tu vois, cette relation encore avec leur propriétaire, ils sont complètement dans une bulle. Et c'est compliqué. Pour moi, ça me brise le cœur quand je vois ça. Maintenant... Ils ont pas, enfin, tu vois, si, ils en souffrent forcément parce qu'après ils développent d'autres problèmes de comportement, etc. Tu vois, mais bon, il y en a plein qui ont l'air de le vivre bien aussi, tu vois, ouais. Ils sont dans leur vie, dans leur bulle. Du coup, on leur demande rien parce que les gens n'ont pas réussi à faire, donc mais ils vivent plutôt bien, tu vois. Par contre, c'est des chiens qui du coup peuvent se mettre en danger, quoi. Ouais. Et par contre aussi. Là, pour le coup, chapeau, parce que je trouve que, moi, en tout cas, sur les élèves que j'ai eus, je suis toujours tombée sur des propriétaires qui ont sécurisé leurs chiens, tu vois. J'ai jamais eu de chien sourd qui était lâché et qui se barrait H24. Si, ça m'est arrivé, mais c'était un peu plus spécifique. Enfin, tu vois, c'était à semi-sécurisé, on va dire. Il y avait quand même un petit peu de sécurisation. Donc voilà, mais ça crée des gros problèmes de comportement derrière aussi, tu vois, de jamais lâcher son chien, que du coup il apprenne pas à prendre des décisions par lui-même, etc. Donc, Du coup, c'est quoi les plus gros défis au quotidien pour les propriétaires de chiens sourds? De réussir à s'adapter. Ouais. Mais en fait, c'est un peu pour tous les chiens, tu vois. Sauf que... Alors moi, la question qui revient tout le temps avec tous les propriétaires de chiens sourds, c'est... Oui, mais comment je lui dis assis vu qu'il m'entend pas? En fait, si c'était un chien entendant, tu lui dis assis, il va pas s'asseoir instantanément, là, le chiot qui arrive, il sait pas ce que ça veut dire assis, tu vois? Oui, puis en plus, c'est vrai que c'est souvent avec le geste de le faire tomber sur ses fesses que tu lui apprends, donc en soi, c'est aussi faisable avec un chien sourd. Exactement. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup la recherche, tu vois, ou même des gens qui eux-mêmes se sont mis à apprendre quelques mots en LSF, tu vois, pour pouvoir communiquer avec leur chien. Sauf que ça marche pas parce que le chien, il comprend pas ce que tu es en train de lui dire, tu vois. Donc en fait, c'est le même apprentissage que n'importe quel ordre. Et sauf qu'en plus, du coup, je pense que tu te rajoutes un level, parce que si t'as aucune culture du sourd, aucune culture LSF, et que tu te mets en plus à apprendre le LSF, et t'es là, et machin, et tu ici, et je me suis trompée. Enfin, tu vois, donc il n'y a plus rien qui est cohérent, donc c'est la cata. Ce qui est dur pour les gens, c'est que, ouais, ils se rendent quand même bien compte que souvent leur chien, il est dans une bulle complète, et qu'ils n'ont aucune relation avec leur chien. Et c'est dur. C'est hyper dur. Moi, ça me fait grave de la peine quand je vois ça pour le chien, mais aussi pour le propriétaire. Parce que normalement, si t'as un chien, c'est quand même que tu vas avoir une relation avec. Une relation avec ton chien et tout. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un chien sourd est difficile à éduquer. Tu leur dirais quoi? C'est pas... encore une fois de plus, c'est pas plus difficile, mais je pense que ça demande quand même un minimum de connaissance du chien déjà de base, tu vois, parce que tu vas avoir quand même des spécificités. Bah oui, il va falloir que tu signes un petit peu. Ou alors, tu risques de tomber dans la facilité. Tu vois, j'ai énormément de chiens sourds que je vois sur les réseaux et tout, ils sont tous en collier vibrant. Alors, explique-nous un petit peu le collier vibrant, parce que je suppose qu'on est plein à pas savoir exactement comment ça fonctionne. Donc, un collier vibrant, c'est comme un collier électrique, sauf qu'il vibre. Donc, c'est plus doux, en gros?
Bah, s'envoie des tu peux te dire que c'est plus doux parce que ça vibre et ça te met pas de l'électrique. Ouais. Sauf que, en fait, quand tu vis avec du chien sourd, tu te rends compte qu'ils sont extrêmement sensibles aux Ouais, vibrations. en plus, ça doit les surprendre quand il y a une vibration qui arrive. Voilà, exactement. Parce que, en plus, si tu utilises ça pour du rappel et que ton chien il est à 20 mètres devant, bah, forcément, il te regarde pas, tu vois. Ouais, ouais. Et si tu commences à parler avec des personnes sourdes, ah ben, je peux te dire que tu te prends un sacré jugement dans la gueule. Hein, Ouais. et qui te remet en place. Parce que les personnes sourdes sont tellement à part, tu vois. Il y a vraiment une culture sourde et... Enfin, tu vois, il y a une distance entre les sourds et les entendants, Ouais. c'est certain, parce que, en fait, la langue des signes a été interdite pendant très longtemps. Je crois que ça fait même pas une dizaine d'années, tu vois, que ça a été réautorisé et qu'on, du coup, on essaye de un peu la structurer, etc. Et moi, je suis en apprentissage LSF et j'ai eu l'occasion d'en parler avec des entendants et... alors que moi, je l'utilise pas, mais je peux te dire que ce que j'ai pris dans la tronche, comme quoi on est des gros maltraitants et que c'est inadmissible. Une personne sourde ne met pas son portable en vibreur dans la poche. Ouais. C'est impossible. Tu vois. Mais en fait, c'est tout con parce que moi, ce qui m'avait marqué, là, le premier truc où j'ai dit, ah mais ouais, bon appétit en langue des signes. D'accord. Tu vois. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand tu manges, tu regardes ton assiette, mais du coup, si on fait ça, vu que tu le sens. Ok, bon appétit, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Donc, Si tu tu vois, comprends pas la du surdité coup, humaine, tu comprends mal la surdité des non, chiens pas aussi. spécifiquement, tu vois, parce que moi, je connaissais pas la surdité humaine avant. C'est le chien qui m'a... Qui t'a mis là-dedans. Ouais, et du coup, c'est génial. Enfin, tu vois, de par mes chiens, j'ai découvert une autre culture et tout, et c'est hyper intéressant. Alors, j'adore les échanges que j'ai avec eux, même si pour moi, c'est hyper compliqué, du coup. C'est compliqué comme langue. Et du coup, tu nous as parlé du rappel. Comment tu gères un rappel d'un chien sourd ? Puisque Alors, tu les lâches, tes chiens. Ouais, moi, je les lâche tout le temps. Enfin, tout le temps, non, pas tout le temps, quand c'est sécurisé, bien évidemment. Mais je voudrais juste revenir sur le collier vibrant. Ouais, dis-nous. Juste pour tu vois, clore la page. Pourquoi je n'utilise pas de collier vibrant ? Donc, tu vois, ça peut être plus doux, mais tu vois, les sourds le disent eux-mêmes. Voilà, c'est hyper violent, etc. De toute façon, si tu regardes juste le principe, c'est un collier que quand tu veux quelque chose ou que tu veux pas, t'appuies. Et ça fait une réaction. Je vous invite tous à aller vous renseigner un peu sur Pavlov, machin et tout, vous comprendrez un peu mieux. C'est une aversion. Tu vois ? L'aversion, elle a beau être aussi douce que tu veux, ça reste une aversion. Il y a plein d'éducs maintenant en positif qui vont te dire oui mais non, parce que c'est à portée, je mets le collier là, tu vois, et à chaque fois il y a un bonbon et c'est apporté en positif, donc machin. Ça reste hyper intrusif pour lui et c'est au niveau de la nuque en plus, donc c'est quand même... Donc les glandes thyroïdes. Et le gros souci qu'on a sur le collier vibrant, et ça c'est une certitude, c'est qu'on n'a absolument aucun collier vibrant où on a des données claires et nettes. Ouais. On ne sait pas dans quel sens ils vibrent, à quelle vibration ils vibrent. Tu vois, donc, est-ce qu'ils font ça ? Est-ce qu'ils font ça ? Est-ce qu'ils font ça ? Est-ce qu'ils vibrent fort, pas fort ? Alors après, t'en as, tu vois, t'as des puissances. Oui. Mais en nombre de hertz ou je sais pas quoi, combien il y a ? Voilà. On n'a aucune information. Donc, tu vois, par exemple, là, ça me paraît compliqué. Après, maintenant, t'en as qui disent, oui, mais du coup, on le met pas au cou, on l'attache au harnais. Okay. Moi, au-delà de ça, parce que il y a des chiens que ça a traumatisé, hein, le collier vibrant, on leur a mis ça, ils ont été traumatisés, allez hop, bim, on a perdu le chien, il l'a tétanisé, voilà. Il y en a d'autres, parce que je suis pas du genre à partir dans les extrêmes et prendre le bâton pour taper l'autre non plus, tu vois, c'est pas le but, chacun fait un peu comme il peut, j'ai envie de te dire, dans la vie, surtout la vie d'aujourd'hui, même s'il faut toujours essayer de faire au mieux, on est d'accord. Mais il y a d'autres chiens que ça n'a pas traumatisé, tu vois. Ouais. Il y en a d'autres où, effectivement, ça a été introduit de manière positive. Ils le vivent, voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment le défendre ? Enfin, voilà, tu vois, ça c'est à chacun de faire Toi, son c'est chemin. pas un outil, en tout cas, que tu utilises. Voilà. Pourquoi, maintenant, moi, c'est pas mon truc, au-delà du traumatisme que ça peut créer, etc. En fait, c'est juste que déjà, on rajoute un truc dans la main des gens qui doivent gérer en plus, de leur chien, alors qu'ils n'arrivent déjà pas à gérer leur chien, tu vois. En plus de ça, si tu veux partir sur un collier uniquement vibrant,
Parce que c'est devenu un business, il va te coûter je sais pas J'allais combien. te dire le prix. Donc les gens qui achètent du collier vibrant, ils achètent de l'électrique qui vibre pour qu'ils reviennent moins cher. Il y en a qui enlèvent les électrodes, il y en a qui les enlèvent pas. Enfin, tu vois, c'est un joyeux boulga que moi je veux pas. Et de toute façon, alors je vais pas te dire on a besoin de rien, aucun matériel pour avoir une relation avec son chien, c'est complètement faux et c'est ahurissant quand j'entends ça aussi. Mais d'y rajouter, tu vois, le mec il a déjà. Généralement. Enfin, j'ai quand même beaucoup de gens, même s'ils ont sécurisé, tu vois, ils lâchent, mais là, ils se retrouvent, ben non, là, on va plus du tout le lâcher tant qu'il va pas avoir de rappel parfait. L'allonge, le machin, le regard de ton chien, le regard que tu scannes, l'environnement plus loin, le regard que tu scannes en trois. Ça fait beaucoup de choses pour une balade, au final. Et, tu vois, on s'en sort submergé, pas, donc je sais que ça va vibrer n'importe comment, et machin. Et puis, de toute façon, moi, après, en partant du principe que ça peut, à un moment donné, traumatiser un chien, j'y vais pas. Ouais. Ça, c'est... Voilà. Et donc, comment on apprend le rappel d'un chien sourd? Ben, en fait, on va l'apprendre déjà comme un chien entendant. Mm-hmm. Donc, ça va commencer par pas le lâcher tant qu'il n'a pas de rappel. Déjà, parce que c'est sûr, n'importe quel chien qui n'a pas de rappel... Enfin, je veux dire, s'il n'a pas envie de revenir et que tu l'appelles une fois, 10 ou 20 fois, lui, il a sa meilleure récompense que de courir comme un cinglé, tu vois, donc ça ne marchera pas comme ça. Donc, on va travailler à la longe et on va de toute façon, mais comme n'importe quel chien, on va d'abord travailler le focus de son chien, tu vois. Donc, que son chien soit attentif à soi. Attention, sans le surconditionner. C'est pas parce qu'il a un handicap et que machin qu'il faut qu'il me regarde toutes les 2 secondes et demie ou qu'il soit dans un périmètre d'1 mètre, tu vois. Donc, on va d'abord travailler en longe. Après, c'est pareil, ça va être spécifique aussi à l'individu que j'ai entre les mains. Est-ce qu'au départ, il lui faut une petite longe, une grande longe, à l'individu chien, à l'individu humain et à l'environnement. Et voilà, et une fois qu'il va déjà... comprendre qu'il faut nous regarder, ben on va pouvoir commencer petit à petit à essayer de travailler du rappel en longe. Et puis une fois que le rappel sera acquis en longe, on va pouvoir commencer. Moi, j'aime bien mettre la longe au sol, tu vois, au départ, parce que ça laisse une sécurité pour tout le monde. Après, je suis pas une grande fan de faire ça H24 et toute la vie du chien, tu vois, parce que maintenant, je vois ça aussi, tu vois, des chiens, ils ont toujours la longe qui pend derrière. Ça reste quand même une contrainte, tu vois. Il y a du poids, il y a de l'attraction, au final, pour la longe, il y a le fait de s'enrouler. S'ils vont en forêt ou quoi, ils peuvent se faire mal. C'est ça. Si jamais ils doivent se défendre ou s'il y a une rencontre qui se passe mal, bah, un chien qui a une longe, il est handicapé, donc... Moi, tu vois, Lily, ma chienne sourde, elle m'a passé une période où, en fait, elle a été dans l'hyper-attachement. Finalement, après, elle a passé... Enfin, du coup, pour pouvoir régler ça, je lui ai demandé d'être un vrai chien, de prendre ses aises et tout. Et là, elle a commencé à les chasser. Trop cool, tu vois. Moi, j'étais trop cool. Non, mais j'étais trop contente pour ma chienne parce que j'avais réussi à prendre sur moi, tu vois. C'est déjà difficile de laisser partir un chien entendant loin de soi, alors un chien sourd. Voilà. Mais moi, c'était trop génial, mais sauf qu'elle s'est trop éclatée. Elle a allé, tu vois, chasser, machin et tout. Et en fait, c'était devenu systématique, tu vois. Dès que je lâchais, elle partait le plus loin possible et tout. Je lui... Enfin, tu vois, truc tout bête, je lui ai mis un mousqueton. Juste un mousqueton. Enfin, ça va là, drastiquement changer son périmètre, tu vois. Raccourcir un peu de son périmètre. Et de là, j'ai pu rebosser. Et donc tu as parlé des vibrations, est-ce qu'il y a de la communication qui peut se faire autrement que par le geste, comme la lumière ou... Alors, j'utilise pas de collier vibrant, mais j'utilise les vibrations. Ok. C'est-à-dire que moi, je vais des fois taper sur le sol, tu vois, parce que le chien me regarde pas à ce moment-là, donc je vais créer une vibration dans le sol. Là, ça va dépendre du sol, tu vois. Là, la semaine dernière, avec moins 18, je l'ai comme ça, si tu veux, j'avais beau taper sur le sol. Voilà, c'était mort. Mais voilà, ça peut. Y en a qui utilisent de la lumière et des cliqueurs lumineux. Moi, je suis pas pour non plus. Parce que, en fait... souvent on crée finalement une réactivité sur la lumière. Tu vois, les chiens sont très observateurs. Le chien sourd, sur les cas quand même que moi j'ai eu en éduc, on a beaucoup de chiens toqués, tu vois, en fait, parce qu'ils sont tellement dans leur bulle qu'ils ont trouvé leur activité ailleurs. Et du coup, voilà, je suis pas vraiment pour. En plus, ceux que j'ai vus, moi, les chiens qui étaient démarrés au cliqueur lumineux, dès qu'il y avait une lumière, tu vois, sans être toqué, tu voyais enfin tu vois une espèce... ouais voilà, et j'ai pas envie de bosser comme ça avec mes chiens non plus, tu vois.
Oui, parce qu'au final, s'ils sont tout le temps sous pression, s'il y a une voiture qui passe avec des phares ou quelque chose comme ça peut être compliqué, quoi. Voilà, exactement. Tu vois, même il y a plein de coureurs, tu vois, le soir, Oui, en avec hiver, voilà, la tu vois, lumière sur ça le peut front, déclencher un truc, bah justement, ouais. t'étais sur un chemin, tu vois, ton chien était lâché, machin, puis il part pleine balle, enfin, voilà, faut quand même dire ce qu'il est, c'est que s'il part pleine balle dos à toi, Compliqué. voilà, donc il va falloir l'avoir travaillé et généraliser, effectivement, un retour. Ouais, que lui, vraiment, activer son regard vers toi de temps en temps pour se dire c'est toujours ok. Ouais, voilà, c'est ça, parce que tu vois, moi je dis retour, mais en fait Ouais, pas ouais. forcément retour, mais juste, voilà, je poursuis pas le jogger, Ouais, voilà. je poursuis pas, enfin, tu vois, finalement, comme avec n'importe quel chien. Ouais, ouais. Donc, moi, voilà, j'utilise pas non plus de cliqueurs lumineux. Donc toi, c'est essentiellement avec de la gestuelle et... De la gestuelle et du lien à Et du fond, lien à fond, ouais, quoi. la relation à fond avec mes chiens. Mes chiens me regardent beaucoup, c'est vrai. Par contre, les chiens sont pas du tout surconditionnés à revenir vers moi. D'ailleurs, c'est super bien qu'on fasse ce podcast, pardon, parce que, tu vois, j'ai lu sur les réseaux, j'ai eu une réflexion qui était générale, hein, qui n'était pas que pour Ouais. moi, mais sur les gens qui utilisent... En fait, il y a eu un grand débat sur le collier vibrant, etc. Et le truc avait été mis sur... Nous qui n'utilisons pas des colliers vibrants, on surconditionne notre chien à être dans un périmètre très court et de tout le temps revenir vers nous. C'est absolument faux. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je gère mes chiens. Et je demandais à mes élèves de me faire des témoignages, si tu veux, dans le but de les publier. Finalement, je les ai pas publiés parce que le débat est parti en live complet sur Facebook. Ça prend vite Tu des me proportions connais, énormes moi, sur les j'aime réseaux pas sociaux, ça. Voilà, malheureusement. ça sert à rien, tu vois. Enfin, Ouais. de toute façon, on fera pas passer de message en se tapant dessus. Donc j'ai préféré, tu vois, pas rentrer là-dedans, mais je pense que du coup, suite au podcast, certainement que je les partagerai parce que, par contre, leur avis est hyper intéressant. Et même moi, c'était génial ce qu'ils ont écrit, ça m'a fait en plus vachement On vous les mettra peut-être en commentaire, vous pourrez peut-être aller les voir comme ça. Carrément, ouais. Ça pourrait aider peut-être des personnes qui ont des chiens sourds ou qui hésitent à prendre des chiens sourds. C'est ça. Donc après, moi, si tu veux, ils me regardent et à partir du moment où ils me regardent, c'est clair que je renforce, tu vois, donc je leur fais un pouce, tu vois, c'est bien. Pourquoi un pouce? Parce que ça se voit loin. Parce que, voilà. Tu vois, il faut quand même que ce soit des signes qui soient hyper visibles, quoi. Ouais, oui. Impactants pour hyper visibles, pas forcément. Tu sais, il y a plein de signes aussi qui vont des fois se ressembler ou quoi. Tu vois, ça... Moi, je sais qu'en extérieur, vraiment, regarde-moi. Enfin, en fait, c'est safe, tu vois. Ça va être plus, ça va être un pouce, tu vois. Par contre, le c'est OK, ordre libérateur, c'est voilà, tu vois, comme plonger, en fait. Un tout petit truc. Voilà, ouais. Donc, mais parce que sur un ordre libérateur, en fait, ils sont déjà beaucoup plus focus sur moi que quand ils sont en balade, tu vois. Le pouce, c'est que tu peux le mettre haut, tu vois, tu peux le mettre dans tous les sens. Tout va bien, fais ta vie, voilà, quoi, tranquille. Moi, mes chiens, ils sont des fois, ils sont hyper loin de moi, des fois, tu vois. Mais ils me regardent et tac, je fais un pouce et hop, c'est parti, quoi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là de Youno. Youno a des réseaux sociaux, je pense que tu les mettras. Ouais, on les mettra carrément en description aussi. Ouais. Et la dernière vidéo là que j'ai fait il y a 2 jours où il me ramène un crâne de Jogrance chevreuil, elle est quand même assez exceptionnelle, tu vois, cette vidéo. C'est-à-dire que le mec, il prend un crâne dans la gueule, il commence à partir, machin, il me regarde, hop, et je lui fais un petit signe de main, tu vois, reviens. Et il revient direct et il me le rend, quoi. Ouais, c'est vrai quand même de pouvoir atteindre cette complicité-là avec tes chiens malgré ce truc-là de surdité, c'est quand même super cool quand tu vois qu'il y a des chiens valides qui n'arrivent même pas à atteindre ce niveau-là, quoi. Donc c'est super intéressant. Et puis toi, tu travailles beaucoup avec la complicité de manière en général avec les chiens et dans tes cours, c'est comme ça aussi que tu l'amènes avec les élèves, ouais. Et l'avantage, par contre, tu vois, que ça a pour mes élèves, en fait, déjà, on devrait tous faire du non-verbal avec tous nos chiens, même les entendants. On leur parle beaucoup trop, tu vois. C'est ce que j'allais dire en balade, même. On les surstimule vachement. C'est bien, bravo. Bah, peut-être des fois, moi, c'est ce que je dis toujours à mon chéri ou avec les gens avec qui je balade. Partez du principe qu'on fait une balade silencieuse. Comme ça, il priorise les ordres que moi, je vais lui dire. Et ce sera des ordres qui seront impactants. Je vais pas le faire revenir sans cesse pour rien du tout. Par contre, si je lui lâche un stop, qui est le mot d'urgence, tu t'arrêtes, tu bouges plus, on fait la statue, quoi. Je veux qu'il puisse m'entendre moi, et pas vous qui lui dites « Oui, c'est bien Loulou, bravo, trop cool ». Non. Exactement. Ça, t'as tout à fait raison, tu vois. Et bah ouais, mais tu vois, finalement, c'est exactement pareil sur le chien sourd, tu vois. Et du coup, c'est vrai que la spécificité du chien sourd, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui du coup
s'arrêtent de parler. Tu vois, dans mes élèves à moi, du coup, ils sont intrigués, donc ils veulent communiquer avec les chiens et tout, et ils arrêtent de parler. Mais je leur dis, c'est aussi une erreur. Pourquoi ? Parce que quand on parle, on est plein de mimiques faciales. Oui, voilà, Moi, le je leur dis sourire, toujours, tu vois, mes élèves, ils me connaissent, donc vous voyez ma tronche, effectivement, ça loupe pas parce que je suis très expressive du visage. Et du coup, bah, quand tu parles ou quoi, ton chien t'observe, donc il va réagir avec ça. Par contre, le gros avantage que j'ai vu sur mes élèves, c'est qu'effectivement, en voulant se démerder un peu, tu vois, avec mes chiens sourds, du coup, ils retransposent le non-verbal beaucoup plus facilement qu'avant que j'ai introduit mes chiens sourds avec eux, tu vois. C'est super si ça peut impacter aussi le reste et ça peut sensibiliser les gens aussi à comment éduquer ou comment communiquer avec des chiens sourds s'ils ont l'occasion de les rencontrer. C'est quoi les erreurs les plus générales, ce qui arrive le plus que vont commettre des propriétaires de chiens sourds pour toi ? C'est pas vraiment des erreurs, c'est qu'ils sont perdus en fait, tu vois. Ouais. En plus, ouais, tu vois, moi, j'ai du mal à aller mettre la faute, tu vois, sur le propriétaire, parce que finalement, même si c'est lui qui a choisi d'avoir ce chien-là, genre un petit caprice et tout, à un moment donné, le chien, il l'a acheté ou il l'a adopté quelque part, tu vois, et c'est censé être un pro, tu vois. Donc, la faute à qui ? Mais globalement, c'est qu'ils sont perdus et que du coup, ils ont laissé leur chien rentrer dans une espèce de bulle qu'ils n'arrivent plus à casser, tu vois. Ouais. T'as déjà connu des cas comme ça de chiens qui n'arrivaient pas à recréer de liens ou si c'était trop tard ou qui s'étaient trop isolés et t'arrivais pas à recréer ce truc-là ? C'est jamais trop tard. Ouais. Jamais trop tard. Tu vois, moi, j'ai eu un papy Staffy qui est arrivé à 11 ans, je crois. Il était associable au possible, il défonçait tout le monde. Et il a vécu avec moi et à cette époque, j'avais 7 chiens. Ouais. Tu vois ? Donc, comme quoi c'est faisable. Donc, tout est faisable et tout le temps. Maintenant, c'est sûr que toujours pareil. Si ta mauvaise habitude est ancrée depuis des années et des années, ça va te mettre plus de temps. Plus longtemps, c'est plus dur. Mais... Ça va te demander à toi peut-être plus d'attention. Donc, voilà quoi. Après, maintenant... Ouais, si, c'est souvent le collier. Enfin, pour moi, c'est souvent le collier vibrant. Parce qu'en plus, ceux que j'ai eus qui ont eu un collier vibrant, ils s'en sortent pas non plus avec le collier vibrant. Donc, ils se sont eux-mêmes rajouté une entrave, tu vois, dans le truc. Mais après, si, en fait, la plus grosse erreur de base, c'est quand c'est un syndrome du sauveur qui est venu se mettre dessus, quoi. Parce que là, t'as un taf énorme. T'as un taf énorme de reprendre tout de A à Z sur ce qui est un chien... les spécificités de cette race, les spécificités de cet individu et les spécificités du handicap, quoi. Et alors, si en plus, en même temps, t'as des enfants en bas âge ou à l'école ou en examen... Enfin, tu vois, on peut pas tout faire à la fois. On est qu'humain. Ouais, on n'est pas des super-héros. C'est ça. Faut prioriser certaines choses. Pas encore choses. les Avengers. C'est ça. Quel conseil pratique tu donnerais aux propriétaires de chiens sourds pour la sécurité, tout simplement ? Je sais pas, une manière de grillager ou dans les routines. Ça, c'est sûr qu'il faut sécuriser, tu vois, faut avoir un endroit sécurisé, parce que, oui, c'est vrai que nous, on a beaucoup le cas ici, enfin, mais après, dans plein de campagnes, tu vois, où on a des grandes maisons, on a des grands terrains, et rien n'est fermé. Ouais. Tu vois, moi, d'ailleurs, j'ai eu le cas chez moi, je suis en location, quand je suis arrivée, c'était pas fermé, j'ai grillagé. Alors, ça a complètement choqué ma propriétaire, quoi. Alors, attendez, j'ai des chiens, je grillage. Enfin, chez moi, je grillage, tu vois. C'est logique. Et en plus, j'ai des chiens sourds. Oui, et en plus, t'habites pas loin de la route non plus, donc il y a plutôt intérêt à ce que ce Exactement. soit vraiment bien fermé. C'est ça, tu vois. Enfin, je peux pas laisser le choix. Après, comme n'importe quel chien, tu vas jamais le laisser seul dans le jardin. Non. Hein, c'est une base, mais bon, pas la base de tous, apparemment, tu vois. Mais c'est ça. Une longe. Tu vois, forcément une longe. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi prévenir, tu vois, parce que ça n'empêche que même si on a pris toutes les sécurisations du monde, on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose. Donc, de toute façon, c'est pareil, c'est spécifique à tous les chiens, une médaille avec votre numéro de téléphone, parce que si quelqu'un trouve le chien... je suis désolée, mais la personne qui trouve le chien, elle a peut-être pas que ça à faire, de passer 30 minutes à récupérer le chien sur le bord de la route, de louper son travail pour l'amener chez le vétérinaire pour lire la puce, et de vous le garder en plus toute l'après-midi. Hein.
Non, mais parce qu'il y en a combien qui se font insulter parce qu'ils ont laissé le chien sur le bord de la route. Ah oui, tu non, regardes je suis désolée, sur... en fait, c'est ton chien qui va ouais, pas ouais. être sur le bord de la route. Sur des animaux rescue 48, 30, etc. Mais c'est à chaque fois, c'est l'incendie. Si quelqu'un dit j'ai aperçu un chien à cet endroit-là, attention, nanana, les gens en commentaire de suite, c'est pourquoi vous l'avez pas mis en sécurité, etc. Mais tu sais pas, peut-être qu'elle avait son chien dans la voiture, peut-être qu'elle avait des enfants qu'elle connaît pas le chien, donc elle a pas envie d'aller s'y confronter, tu sais pas s'il est gentil ou pas. Enfin, il faut comprendre aussi les gens qui ne sont pas en capacité de le faire, quoi. Exactement. Nous, on en a récupéré un de chien d'ailleurs sur le bord de la route en descendant vers Génolac la dernière fois. Ça va qu'on était tout seul, que j'adore les chiens, qu'on y allait tranquille avec des croquettes, qu'on avait le temps, qu'on avait les ressources pour le mettre de côté en attendant de retrouver le propriétaire, qu'on n'a pas retrouvé parce que c'était un abandon, donc on l'a placé dans une famille pas loin de chez nous. Mais enfin, faut pas jeter la pierre, quoi. C'est déjà un pas de dire et de signaler, donc oui. C'est ça. Donc après, moi, tu vois, je te dis médaille avec son nom ou pas, parce que de toute façon... le nom du chien, pas forcément, et tout le monde le recommande pas parce que ça favorise le vol. Voilà. Mais le nom, votre nom, vous. Voilà, et le numéro de téléphone, tu vois. Donc après, ça peut être une médaille, ça peut être un colis, etc. Et après, moi, je travaille avec des canicodes. Moi, j'aime beaucoup le canicode, donc c'est un petit scratch, tu vois, c'est pas très grand. Ouais. Et moi, il y a écrit sourd, tu vois. Mais après, tu peux les faire personnaliser. Donc, tu peux dire sourd et aveugle, par exemple. Et j'aime bien parce que c'est quand même assez petit. Mais là, en l'occurrence, pour un sourd, tu vois, tu mets juste sourd, donc ça se lit bien. Ouais. Tu peux l'accrocher partout parce qu'il est 100% scratch. Donc, tu peux le mettre sur le harnais, sur le collier, sur la laisse, sur machin. Et en fait, tu sais, il est étanche et tout. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà mis sur une longe que je laissais traîner au sol. Le truc n'a pas bougé, tu vois. Okay, après, il va pas durer des milliers d'essence si à chaque fois je le laisse traîner, qu'on soit d'accord. Oui. Mais donc, j'aime beaucoup ça. Tu peux mettre... Il y en a un avec un picto main barrée, tu vois. Mettez pas les mains, merci. Voilà, donc pas ça, il faudrait comprendre qu'il faut pas toucher les chiens sans demander de façon. Mais mais tu vois, moi, je trouve que c'est pas mal. Ou en tout cas, depuis moi que j'ai la main barrée, à la limite, les gens, au pire, sont venus me demander pourquoi. Oui. Tu vois. Et du coup, j'en dis, parce que regardez l'autre, il est sourd, machin. Et en fait, en plus, ça t'ouvre la conversation avec les gens. Oui, des fois, ça peut... Donc, je trouve ça bien. Et puis, en fait, pareil, tu vois. C'est-à-dire que si jamais il se barre, t'as le numéro sur ta médaille. Mais en fait, si le mec voit un petit scratch sourd, potentiellement, il va dire, ok, là, je vais peut-être plus passer de temps à essayer de l'avoir ou pas, tu vois. Mais du coup, tu pourrais aussi faire un canicode avec ton numéro de téléphone, d'ailleurs, pour qu'il soit visible, tu vois, de loin. Moi, je préfère ça que les manchettes, tu vois, de laisse ou de longe. Parce qu'en plus, je trouve que les manchettes de laisse ou de longe, ça a souvent tendance à tomber, en fait. Donc, ça te fait un boudin au bout, voilà. Là, en l'occurrence, si tu veux laisser ta longe au sol, le truc, il se barre en même temps que la pierre qui est passée, tu vois. Et mais c'est sûr, c'est super pratique, ce genre de truc. Et je suis pas fan des dossards non plus, parce que, en fait, le dossard sur un chien sourd qui est hyper sensible, tu vois, au-delà de la vibration, c'est-à-dire que mes chiens sourds, tu vois, donc c'est des staffies poils courts, mais finalement, tu peux toucher juste le bord du poil, et ça, ils réagissent, tu vois. Oui. Donc... ton petit dossard qui bouge partout non-stop, et en plus moi dossard je me dis il se barre, enfin tu vois nous dans nos forêts machin, il se barre, il se prend une est-ce qu'il va pas rester coincé, enfin tu vois j'en sais rien mais je suis du genre un peu flippée donc canicode moi j'adore, elle est super sympa, tu vois elle est tiéduque aussi et tu peux personnaliser comme tu veux, c'est assez rigolo en plus ce qu'elle fait. On en a parlé tout à l'heure hyper rapidement des rencontres canines. Comment est-ce qu'on peut adapter ou nous, propriétaires de chiens, si on voit qu'il y a un chien sourd en face, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la rencontre justement ? En fait, ils communiquent super bien entre eux, donc normalement, il n'y a pas trop de soucis. Alors après, il faut que le chien sourd en fait ait une bonne socialisation de base, socialisation et sociabilisation. Après, tu veux dire plutôt toi en tant que propriétaire qui arriverait ? C'est ça, si j'arrive par derrière ou quoi, qu'est-ce que je peux faire pour pas le surprendre ou pour que ça facilite l'échange ? Parce qu'entre eux, s'ils sont bien codés, ils discuteront, il n'y aura pas de soucis. Mais... c'est sûr que si tu arrives derrière, faut pas que tu lâches ton chien, tu vois, qui arrive derrière comme ça. Donc si tu le sais ou que tu as vu un canicode, tu vois, tu peux faire un petit bruit, parler à la personne, tu vois, hop, qu'elle se tourne. Par où est-ce que vous voulez que je passe ? Est-ce que, à la limite, s'il est unilatéral, à quel côté est-ce qu'il vaut mieux que j'arrive ? Faut pas que ça le surprenne. C'est ça. Après, il y a quand même...
il y a quand même pas mal de chiens sourds qui sont réactifs, tu vois, pas tous, hein, heureusement. Hein. Moi, aucun des miens ont été réactifs, mais voilà. Donc, bien parler avec le propriétaire, en fait, tu vois, parce que après, là, pour le coup, normalement, le propriétaire, normalement, savent ce qu'ils ont entre les mains, et voilà. Parce qu'après, il y a des chiens sourds, tu vois, ou les sourds aveugles, tu vois. Quand le chien arrive un peu trop vite ou quoi, ça peut, bim, tu vois, clasher, ou donc, voilà, faire attention, faire des bonnes présentations, on laisse, on se rapproche petit à petit, etc. Justement, j'avais une question comme ça, c'était entends-tu souvent des préjugés autour des chiens sourds comme l'agressivité, le manque d'obéissance ou la réactivité? Non, pas spécifiquement, tu vois, moi j'entends vraiment beaucoup, c'est des super chiens, c'est génial, allez-y et tout, et moi je suis toujours un peu dans la mesure, attention, si vous connaissez rien aux chiens, c'est pas le bon, enfin c'est pas que c'est pas le bon plan, mais c'est que toi-même, là tu te rajoutes déjà, tu vois des obstacles. Ouais. Alors que, voilà, un chien sourd, enfin sourd ou pas, enfin en fait, peu importe, tu vois, si t'as pas lui là maintenant parce que t'as pas les compétences, bah, tu pourras peut-être l'avoir dans 10 ans et ce sera aussi génial dans 10 ans, tu vois, même mieux peut-être. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser le public à la surdité chez le chien et est-ce que tu penses que c'est bien d'encourager leur adoption? Bah oui, parce que de toute façon, il faut les adopter ces chiens. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont sourds ou sourds et aveugles qu'il faut les euthanasier. Tu vois, je suis pas pour ça non plus. Après, bah bien sûr, je suis pas pour la reproduction de chiens sourds, mais tu vois, dans le cas du Staffy, où en fait c'est un peu la roulette russe quand tu fais la portée, bon bah voilà. Après, bah, je pense qu'il faudrait que les éleveurs en parlent plus, tu vois, c'est-à-dire que ok, sur cette portée-là, il y a eu un sourd, machin, tu vois, parce que c'est pas tu vois, c'est pareil, dans une même lignée, c'est pas parce que t'as eu un chien sourd que t'en auras forcément un deuxième. Mais en sachant, tu vois, que c'est un peu la roulette russe, que machin, que même si on s'y connaît beaucoup en génétique maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas encore? Certainement. Oui. Tu vois? Bah oui. Donc, je serais quand même plutôt, voilà. Après, encourager leur adoption, ouais, c'est sûr, mais voilà. Avec en étant préparé. En étant préparé, ou en se faisant suivre tout de suite, tu vois. Ne pas hésiter à se faire suivre, peut-être des fois à distance, avec des gens qui sont compétents, plutôt qu'aller à celui qui est à côté et qui te dit oui, je vais gérer, et puis qui gère rien du tout. Aller chercher des éducateurs qui sont spécialisés dans la surdité. Est-ce que tu connais aussi des associations peut-être qui aident à tout ça, qui sont spécialisées dans la surdité chez le chien ou... Oh, punaise, j'ai oublié le nom. Il y avait une super asso de double merle, Blanc comme neige. Ok. Il y avait Blanc comme neige qui était vraiment super, qui ont fermé malheureusement. Et donc ils étaient spécifiques sur le double merle, ils ont fait beaucoup de prévention, etc. Donc ça c'est vachement bien. Il y a Borderline Collie qui font que du border. Ouais. Tu vois, j'aime bien les assos qui sont quand même assez spécifiques à la race. Oui, parce que du coup, ils se concentrent vachement sur un voilà. truc. En termes de race, parce qu'il y a quand même des spécificités liées à la race. Enfin, je veux dire, moi, je vois tellement de Staffy qui sont dans des assos, qui sont placés comme des bisounours, et où Staffy Rescue, derrière, on fait le SAV, pour que le chien se refasse pas abandonner ou cartonne pas son copain ou machin, tu vois. Bah, s'il était arrivé chez nous, il n'y aurait jamais eu ce problème, tu vois. Parce qu'on le sait, un Staffy, c'est tout sauf un bisounours. Ouais. Tu vois, ça peut être un super gentil chien. J'adore, sinon j'en aurais pas. Mais c'est pas un bisounours. donc voilà, j'aurais quand même tendance à te dire, peut-être aller voilà, plus spécialement. Peut-être qu'un jour, une autre asso se rouvrira spécialisée en double merle. Ou... Après, tu as l'asso Animal Pie Sourd, je crois. Ouais. On ira vérifier si j'ai dit une connerie, je m'en excuse et on le mettra dans les commentaires. Donc c'est une association de personnes sourdes et ils placent des chiens, des chats sourds. D'accord, ok. Donc voilà, ça c'est bien, tu vois, c'est pas mal aussi. Maintenant, attention, c'est pas parce que vous êtes sourd et que vous parlez la langue des signes que vous allez vous en sortir avec un chien sourd. Oui. Tu vois ? Et c'est pas parce que le chien tombe dans une famille de personnes sourdes ou malentendantes qui parlent la langue des signes qui va y être mieux non plus, tu vois. Ça n'a rien à voir non plus. Mais je trouve que c'est intéressant, tu vois, cet asso. Moi, je les suis un petit peu.
Et voilà, c'est dans mes projets effectivement futurs, de peut-être prendre plus le temps, tu vois, d'aller un peu plus dans les détails et tout. Mais c'est vrai que je bosse beaucoup, donc ça plus l'assaut, etc. Après, voilà, après il y a des chiens sourds partout. Maintenant, si c'est dans une asso ou un refuge comme ça, je pense qu'il faut aller parler avec les bénévoles, les dirigeants, machin, et voir un peu eux où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Voilà, hein, si on vous dit oui, bon, on lui a mis un collier vibrant, c'est bon, il fait tout avec. Peut-être se poser un peu des questions. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as des exemples du coup d'histoires de chiens sourds que tu connais, qui sont hyper inspirantes ou que tu as envie de partager avec nous? Je pense que tous les chiens sourds, de toute façon, sont quand même assez inspirants parce que ils nous obligent à sortir de notre zone de confort. En fait, n'importe quel chien fait ça. Ouais. Mais quand tu as du handicap, tu vois, tu te sens peut-être un peu plus obligé ou un peu plus... Enfin, tu vois, je remarque quand même que les propriétaires de chiens sourds font peut-être un peu plus d'efforts que des gens qui auraient un chien entendant dans la compréhension de leur chien. Ouais. Donc, tu vois, en fait, le chien sourd par lui-même crée des super belles histoires. Écoute, je vais te parler de Maïka ou je vais te parler de Guapa. Tu peux me parler des deux. Des deux, ouais. Ouais. Donc, c'est deux chiennes de Staffy Rescue. Donc, Guapa, c'est une chienne qui a été récupérée. Elle s'était fait fracture, je crois, au dos, enfin tu vois, parce que les gens ne savaient pas qu'elle était sourde et ils la battaient parce que c'était un chien con qui obéissait rien. Ouais. Tu vois. Donc terrible. Elle se retrouvait avec un super adoptant. Elle a eu une vie de ouf, donc trop bien. Ouais, c'est clair. Vraiment très, très belle histoire. Donc Guapa est partie maintenant. C'était une vieille de Staffy Rescue. Et Maïka, donc on a récupéré que Guapa, moi tu vois, je l'ai pas suivi en éduc et tout, mais Maïka, donc on l'a récupérée, je l'ai suivie en éduc, donc elle est chez des bénévoles de Staffy Rescue et qui sont des bons amis à moi. Elle a été récupérée dans un état mais déplorable, donc c'est une chienne qui était restée dans son élevage. Ok. Et en fait, ils l'ont gardée elle sur la portée parce qu'elle était sourde. Tu vois ? Et ben ça, pour moi, c'est une erreur. Mais pour quelle raison, du coup ? Enfin, il voulait faire quoi ? Il voulait la faire reproduire ? Il voulait Non, c'est qu'elle était sourde, donc il voulait pas, tu vois, qu'elle soit mal placée. D'accord, c'était plus dans un truc de sécurité pour eux, tu vois. Plus du sauvetage, en mode... Voilà, sauvetage. Sauf que pas prise en main. Complètement dans sa bulle. Un rapport avec son harnais, un truc de fou, trop bizarre. Franchement, comportement très très bizarre. Bon, on a balancé son harnais direct. Ouais. Et qui en fait a fini par se battre avec son père, sa mère, tu vois. D'accord. Et on l'a récupérée, elle avait 5 ans, si mes souvenirs sont bons, dans un état émotionnel déplorable, complètement toquée. Enfin, toquée, tu vois, elle tournait en rond, et dans sa bulle, mais un truc de ouf. Hein. Et donc, du coup, tu vois, il partait en balade avec elle. En fait, ça allait jusqu'à un moment donné où elle découpillait, tu vois, elle a retourné en rond à fond, tu vois, mais elle a des grands ronds. Enfin, tu vois, elle était paumée, quoi, cette pauvre chienne. Et, tu vois, ça va me faire rebondir sur un truc qu'on n'a pas parlé. Et du coup, donc, c'est des potes à moi, tu vois, qui ont grosso modo le même foyer que moi. Tu vois, plein de chiens, plein d'animaux, machin et tout. Et pour le coup, on a super bien visé parce que cette chienne-là, elle est incapable de vivre seule et de se développer seule. Elle est restée dans son élevage quand elle est née, elle n'a jamais rien vu, et à part des chiens, tu vois. Et en fait, elle a fait du mimétisme sur les autres chiens. Donc, c'est bien qu'on parle de ça, tu vois, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur quand t'as un chien sourd. C'est-à-dire que j'ai même vu des annonces, tu vois, pour placer des chiens sourds où c'était obligatoire d'avoir un autre chien pour guider le chien sourd. D'accord, ouais. Mais c'est une énorme connerie parce que d'une, c'est aucunement le rôle du premier chien de guider l'autre en fait, parce que si le deuxième chien il est là, c'est parce que l'humain l'a voulu. Oui. C'est jamais le premier. Pas pour jouer au bâton. Ouais. D'ailleurs, on prend jamais un deuxième chien pour occuper le premier. Hein. Voilà. Et du coup, ouais, là, c'est une énorme connerie parce que c'est vrai que du coup, sur les cas, tu vois, que moi j'ai eu comme ça, bah, c'est des chiens qui ont été
tu vois, livrés à eux-mêmes, en fait, tu vois. Ils ont tout fait par mimétisme de leurs parents ou de leurs compagnons qui étaient là, peu importe, mais sans jamais réfléchir. Donc les chiens sont incapables de rien et d'évoluer seuls, quoi. Et je le vois pour Maïka. Euh, Ils ont une grande famille, donc c'est génial et ça leur correspond, tu vois. Ouais. Mais je pense que seuls, ils auraient vraiment galéré sur la problématique de Maïka, tu vois. C'est les autres, quand même, l'ont aidé et ça fait que, du coup, le moment où on a commencé à la bosser, elle n'était pas en état de stress parce qu'elle avait personne autour d'elle, tu vois. Ouais. Oui, c'est sûr que ça peut être une grosse problématique si elle avait dû intégrer une famille avec un seul chien. Bah, elle se serait retrouvée vraiment en détresse, quoi. Ça aurait pu être compliqué. Et puis, c'est surtout quand on fait ça en plus, il faut bien savoir que le premier qui est plus vieux, il va partir à un moment donné. Oui, et du coup, il ça, aura plus de guide. C'est ça. Donc, il aura plus de guide. Donc, ça pourrait être la cata. On pourrait avoir une dépression du chien derrière. Moi, Lily, j'avais une autre chienne. Et elles étaient vraiment très très proches, tu vois. Après, l'autre est arrivé après, donc ça n'a jamais été le guide de Lily et tout. Mais quand elle est décédée de manière tragique et très rapide, cette chienne, et du coup, ça a été très compliqué pour lui. Ça a été extrêmement compliqué. Donc, t'imagines un chien qu'on n'a jamais drivé, qui a fait que du mimétisme avec un autre, le jour où elle est perdue complet. C'est compliqué. Mmh. Déjà, n'importe quel chien qui perd un chien avec qui il a vécu pendant longtemps, c'est dur. Hein. C'est ça. Je vois, on a perdu notre bouvier bernois et notre petite dernière bosseron, ça faisait 1 an et 2 ans qu'elle vivait avec elle. Franchement, elle a arrêté de manger, elle s'était vraiment mise enfin vraiment, on sentait la déprime, quoi. Et pendant super longtemps, elle était plus aussi joueuse, elle était pas trop épanouie et tout. Ça nous a pris du temps à ce qu'elle soit normale, quoi. C'est un impact aussi pour eux. Hein. Franchement, un réel attachement entre eux. Hein, et dans tes élèves, est-ce que tu as de belles histoires aussi à nous raconter? Ouais, mais tu vois, il y a Maïka déjà. Il y en a plusieurs, quoi. Après, j'ai eu des patous. J'ai eu la dernière, par exemple, que j'ai eue, là, c'était une petite berger américain. Ok. Et en fait, moi, elle m'a contactée parce qu'elle n'arrivait pas bien à comprendre sa chienne, etc. Donc, c'est une chienne qui a été vendue sourde aussi. Donc, moins chère. Et en fait, qui s'est retrouvée dans un foyer où pas de connaissance du chien. Donc, très compliqué. Donc, la mère l'a donnée à la fille, tu vois. Et finalement, la fille a eu une petite galère, est revenue chez maman, mais il y avait aussi son autre sœur, il y avait un autre chien et machin. Je pense que ça a beaucoup chamboulé. Bon, déjà, on est sur du berger américain. Donc, race, avec un patrimoine génétique un peu pauvre, de la mauvaise reproduction qui se fait. Bon, après, là, pour le coup, tu vois, moi, je suis pas spécialisée en berger australien. J'ai pas vu son loft. J'ai pas été chercher non plus, tu vois. Bon, je sais que de base, on n'est pas... Encore une fois de plus, hein, c'est pas un jugement, c'est peut-être une généralité, certes. Ouais. Mais s'il y a certaines généralités, c'est pas pour rien. Donc voilà, tu vois, je me dis, on est déjà sur un terrain un petit peu compliqué et tout. Et en fait, la chienne, elle est complètement terrorisée des autres chiens. Sauf que moi, à la base, elle m'avait appelée parce qu'elle était réactive, elle allait tuer le chien de sa sœur, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. En fait, elle avait peur. Et donc, on est sur un berger américain traumatisé face à un bulldog français, je crois. Un bulldog français pas maîtrisé, pas éduqué, tu vois, en mode bourrin de la life, quoi. Ouais. Donc forcément, ça passait pas et ça faisait de l'électricité. Sauf qu'en fait, oui, vu qu'il n'y avait pas de connaissance bien du langage canin, tu vois, de tout ça, on était sur une famille qui pensait que c'est la chienne sourde qui était hyper agressive. Pas du tout, en fait. C'est juste qu'elle avait demandé 150 fois qu'on la lâche et qu'on la respecte, que personne ne l'avait mis en sécurité. Et donc, effectivement, derrière, elle a choisi de réagir et de mordre. Ouais. Normal. Au final, beaucoup de chiens sourds qu'on considère comme agressifs, c'est peut-être aussi des fois qu'il y a beaucoup de... pas assez de compréhension, en fait. Oui. On comprend pas assez comment ils fonctionnent et c'est la méconnaissance des gens et des autres chiens aussi, parce que c'est pas tout le temps évident pour l'autre chien en face, au départ, de savoir comment agir. Après, ils prennent quand même des automatismes, je pense. Toi, tu dois le voir, parce que quand même, tu reçois pas mal de chiens au final chez toi, avec tes chiens sourds, et ça se passe quand même plutôt en général bien. Ouais, ça se passe très bien, mais les miens, ils communiquent vraiment bien, mes chiens, tu vois, ils savent dire quand il y en a marre ou pas, et puis moi, je suis là tout le temps, tu vois. J'interviens, c'est vrai que moi je suis H24 avec mes chiens parce que tu vois, c'est vrai que
y a beaucoup de gens qui, quand tu vois mon foyer, j'ai beaucoup de chiens, Ouais. j'ai 2 sourds au milieu, j'ai un chihuahua, j'ai les chats. 90% des chiens que je garde, on me dit non mais ils sont pas ok chats, nos chiens, ça va pas aller, machin et tout. Non, c'est juste qu'ils connaissent pas et qu'ils en croisent dans le jardin, des chats qui ont peur et qui Qui tracent. court et en plus. Donc il y Ouais. a l'instinct de L'instinct de poursuite, poursuite, c'est ça. et voilà, tu vois. En fait, pourquoi moi j'en arrive là à un tel niveau avec mes chiens, mais je suis H24 avec Oui, c'est mes ça, chiens, tu tu vois. consacres la moitié de ta vie, même plus. Donc, Mais c'est ça. Donc c'est-à-dire que finalement, parce que je suis pas sûre de bosser beaucoup plus que d'autres, tu vois, en Mhm. fait, parce que j'ai mon taf aussi, je bosse des autres et tout, donc faut le dire quand même ce qu'il y a. Hein. Être chien d'éduc, c'est quand même super compliqué, parce que tout le monde s'attend à ce que tu sois parfait et tout. Et moi, mes chiens d'ailleurs sont loin d'être parfaits. Mais c'est aussi un point d'honneur dans ma vie, tu vois. Ils ont le droit d'être eux-mêmes et d'avoir aussi leur petit oui, tu veux caractère. pas en faire de robots. C'est C'est pas ça. de l'automatisation, on Ouais. s'en fout. Et du coup, c'est vrai, quand tu vois la situation globale et tout, tu te dis, ouais, mais c'est trop génial et tout. Mhm. Bah ouais, mais non, en fait, tu vois, c'est juste que, bah ouais, je suis quand même tout le temps avec eux. Par contre, je maîtrise, tu vois. C'est clair que j'ai une maîtrise du langage canin et de la communication canine. Je pense, là, pour le coup, je pense que j'ai un sacré level parce que j'ai grandi avec eux, tu vois. Moi, j'ai grandi avec que des animaux, pas d'humains. Ouais. J'ai été fille unique jusqu'à 20 ans. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, tiens, on va le faire en conclusion, je ne l'ai pas dit dans aucune de mes présentations, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai grandi au sein du zoo de la Flèche Ok, ouais. avec donc Jacques Bouillot, le fondateur, qui était extrêmement proche de ces animaux. Donc j'ai aussi grandi avec des animaux sauvages, pour le coup. Donc j'ai eu toute cette... J'étais obligée de les... Enfin, moi, j'étais fascinée, tu vois, quand j'ai vécu Ouais, bah ça oui. petite. Et avec mes yeux d'enfant, en fait, je les ai compris, tu vois. C'est vrai que ouais, j'ai vécu des trucs de fou, tu vois. Je fais des câlins à des chimpanzés. On était ensemble, tu vois. On se donnait la main, ils me protégeaient. J'ai pu nager avec des loups. Enfin, tu vois, j'ai fait des trucs de fou, en fait. Et je pense que oui, du coup, ma vision, enfin ce langage en fait, parce que c'est un réel langage, tous les animaux nous parlent, tu vois. J'ai peut-être effectivement cette vision qui est un peu plus poussée et qui fait que, tu vois. Oui, je pense que quand même, quand t'as l'intérêt et quand tu prends le temps de te renseigner sur un maximum de choses pour faire au mieux, tu dois pouvoir souder des liens qui sont indestructibles avec tes compagnons, quoi. Est-ce que tu as un message à transmettre à ceux qui hésitent à adopter un chien sourd ? Bah, de bien se renseigner, quoi. C'est vrai que, en fait, si on s'en sent l'envie, même si ça part d'un syndrome sauveur, tu vois, même si ah ouais, mais non, mais lui, il est trop mignon. C'est vrai qu'en plus, les chiens blancs, déjà, en fait, ça plaît. Parce que c'est rare. Pourquoi c'est rare ? Parce que c'est génétique. Ça, toutes les autres couleurs prennent par-dessus le gène blanc, tu vois, en fait, normalement. Donc voilà, c'est vrai que ça fait rêver, etc. Et puis finalement, t'es là, t'es devant ton internet, et puis tu te dis, ah ouais, mais en plus, il est handicapé, vas-y, je veux lui. Ok. Tu vois, moi, depuis tout à l'heure, je dis, bon, c'est pas le bon truc, mais même si tu pars de là, pourquoi pas, en fait, c'est ton choix. Ok, juste prends le temps de te renseigner, va parler avec des propriétaires de chiens sourds. On est plein à être sur les réseaux maintenant, tu vois, donc voilà. Et justement, soyez curieux. Soyez curieux d'aller voir, tiens, mais lui, je l'ai vu, tiens, lui, il est tout le temps avec son collier vibrant, bah tiens, je vais lui demander pourquoi. Et puis elle, je l'ai entendu sur le podcast, elle me dit non, pourquoi ? Bah, viens me poser la question. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à rentrer en contact, à poser des questions à des personnes qui sont concernées. Parce que je pense qu'au final, c'est en échangeant avec un maximum de personnes que vous allez vous faire vos propres idées. D'ailleurs, comme sur l'éducation de vos chiens en général, ne faites pas des choses qui ne sont pas en accord avec vos propres convictions déjà à la base. Et renseignez-vous. Peu importe que ce soit sur du chien sourd, que ce soit sur une race, il faut être hyper renseigné. Parce que vous partez pour environ... On vous le souhaite du moins, au moins 10 ans avec votre animal. Donc, il faut avoir le maximum d'armes en poche pour pouvoir appréhender au mieux, quoi. Carrément. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de la question, de la surdité. Si vous avez des questions, vous n'hésitez toujours pas à nous les poser en commentaire, on y répondra. Mineuil aussi, tu n'hésites pas à prendre la parole et tout pour répondre directement à ces personnes. On vous mettra en description les liens déjà de toi, tous tes liens, tes réseaux sociaux, Animoy, tout ça, mais aussi on essaiera de chercher un petit peu des associations, comme tu disais tout à l'heure, ou de les mentionner en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir les actualités et voir les prochains podcasts. Après, il y a une page qui est hyper intéressante quand même à suivre, c'est Lulu et sa tribu double merle. Ouais. Parce que là, du coup, en plus, on est sur la spécificité du double merle.
Et voilà, Laura, elle fait des super trucs avec ses chiens et voilà, elle a développé aussi son entreprise. Et voilà, c'est hyper intéressant. Enfin, là, pour le coup, ce que je vous ai cité, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Hein, et voilà quoi. Et après, si vous hésitez à adopter ou vous avez un chien sourd que vous galérez, faut pas hésiter quoi. Prenez votre téléphone, appelez-moi, on peut toujours se débrouiller. Vaut mieux faire un bon cours en visio avec quelqu'un qu'un mauvais cours en présentiel. Même si je suis plus pour le présentiel, on est d'accord, parce que voilà. Mais n'hésitez pas quoi. Mais globalement, un chien sourd, c'est pas un chien qui est inéducable, c'est pas un chien qu'il faut mettre à part, c'est quelqu'un qui peut complètement avoir une vie normale. Donc je pense que ce sera un très bon mot de la fin. Ouais, et c'est pas un chien à euthanasier. Donc. C'est pas un chien à euthanasier et à condamner, à bannir de la société du tout. Il y a des solutions pour les inclure, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Merci d'avoir écouté le podcast. Merci Minoy d'être venue sur tous ces épisodes. Merci à toi. C'est sûrement pas les derniers. On se recroisera pour de nouveaux sujets et à bientôt. À bientôt.